En mai 1991, Jiang Zemin, secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois, s'est rendu à Saint-Pétersbourg, le berceau de la révolution d'octobre. Accompagné d'un amiral, il est monté sur le croiseur Aurore, symbole de cette révolution. À cette époque, les mouvements socialistes du monde entier étaient confrontés à des obstacles sans précédent. Quelques mois plus tard, l'URSS, premier État socialiste formé, était dissolu. Comment la Chine socialiste allait-elle traverser ces turbulences? Comment le socialisme à la chinoise allait-il entrer dans ce nouveau siècle? Jiang Zemin a insisté sur l'exécution des lignes politiques et principes définis par le 3e plénum du 11e comité central. Le cap serait maintenu de manière inébranlable, complète et cohérente. Face à une situation domestique et étrangère compliquée, comment mener le socialisme à la chinoise? Le monde entier l'observait. De nos jours, Pudong est la zone financière et commerciale la plus fascinante en Chine. Il est difficile de l'imaginer couvert de champs en 1990. Cette année-là, le gouvernement a décidé d'ouvrir Pudong et par la suite les villes du long du fleuve Yangtze dans l'espoir d'établir Shanghai comme un centre économique, commercial et financier international qui susciterait le développement du delta du Yangtze. En 1992, l'ouverture de Pudong était inscrite dans le rapport du 14e congrès. Elle constitue un symbole important de la réforme et de l'ouverture que poursuivaient les dirigeants de la 3e génération au début des années 90. 正确的认识和处理计划与市场的关系，实践的发展和认识的深化，要求我们明确提出，我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。 以利于进一步的解放和发展生产。 Le 14e congrès du parti a confirmé la position directrice de la théorie de Deng Xiaoping sur la construction d'un socialisme à la chinoise et a décidé de fonder l'économie de marché socialiste. Ce nouveau terme dans l'histoire concrétise une dizaine d'années de recherche difficile mais persistante. Le Parti communiste chinois a pris une grande initiative en combinant le système socialiste avec l'économie de marché. Avec le discours de Deng Xiaoping et le 14e congrès du parti, la réforme, l'ouverture et la modernisation de la Chine étaient entrées dans une nouvelle ère. Le 5 août 1992, un colis de 18 kilos contenant 2800 cartes d'identité arriva à Shenzhen. 5 jours plus tard, plus de 20 millions de cartes rassemblées par 1,5 million d'investisseurs sont envoyées de tous les coins du pays pour acheter les nouvelles actions de Shenzhen. C'est le fameux incident du 10 août de l'histoire de la bourse chinoise.
Il révèle l'exceptionnelle situation de l'économie en 1992. La croissance s'accompagne d'un taux élevé d'inflation qui atteint des sommets depuis la réforme et l'ouverture. L'objectif consistait à réprimer l'économie en surchauffe.93年6月份，中央下达了6号文件，采取了16项宏观调控的措施，其特征是以整顿金融秩序为突破口，用金融手段来实施宏观调控，要建立市场经济体系这样框架，奠定一个很好的基础。3 ans plus tard, le taux d'inflation a baissé de 24 à 8% en 1996, avec 9,7% de croissance. On compare ce macro-contrôle qui suit la loi du marché à un atterrissage en douceur. Grâce aux réformes des systèmes de finances, impôts, commerce extérieur, planification, investissement, tarification, transport, logement et couverture sociale, le marché a renforcé son rôle fondamental dans l'affectation des ressources et le système initial de macro-contrôle est formé. Au début de la mise en place de ce système d'économie, beaucoup d'entreprises d'État, autrefois piliers de l'économie, ont eu du mal à s'adapter à la compétitivité du marché. Shanghai, la plus grande ville industrielle de Chine, où il y avait 80% d'entreprises d'État, est la première à ressentir les difficultés de la réforme. Le 18 mai 1995, Jiang Zemin a convoqué une réunion pour écouter les rapports de la réforme d'entreprise d'État. Lorsque les participants parlaient de leurs difficultés, Jiang a demandé « Certains cadres ne veulent pas de cette réforme? Qu'en pensez-vous » 江总书记就说这个困难怎么样，你们也有信心。那我说困难不说，信心还是有的了。你搞这个企业改革啊，叫命中注定，你也碰到这个困难，你非得这么做。 La plus grande ville industrielle et commerciale de Chine, Shanghai, assume le destin inéluctable et l'obligation implacable de réaliser la réforme. Parmi le million d'ouvriers licenciés, 270 000 proviennent du textile. Shanghai a créé le premier centre de réemploi du pays afin d'aider les employés des entreprises d'État à aller vers le marché. Le projet de réemploi s'accorde au système de couverture sociale adapté à la Chine pour assurer la sécurité des employés. En 2000, la plupart des moyennes et grandes entreprises d'État ont intégré un système d'entreprise moderne. Basé sur la propriété publique et combiné avec d'autres formes de propriété, le régime économique mixte est développé. Le rôle du marché dans l'allocation des ressources ainsi que l'économie privée est agrandi. L'approfondissement de la réforme est récompensé. Secteur à grand profit social, mais peu de profit réel, l'agriculture a connu une grande période de croissance retardée. Le comité central du parti attache une grande importance aux problèmes de l'agriculture, des régions rurales et des paysans. Conforme à l'économie de marché socialiste, le système de l'économie rurale fondé sur l'exploitation forfaitaire familiale est établi. Il est soutenu par les systèmes du service agricole socialisé,
du marché des produits agricoles et de soutien de l'agriculture d'État. L'économie de marché socialiste a apporté à la Chine une prospérité sans précédent. C'est un souvenir de la population. Une trentaine de livres de contes familiaux s'étalent dans l'exposition permanente du Musée national La Voie du relèvement de la Chine. En 2001, Chen Yu, employé du musée, les a collectés chez Yang Yanxiu, après 8 visites à Shanghai, pour les transporter à Pékin. 但是我看了这个账本以后，我也确实是挺震撼的，因为这账本它很真实，它不光是柴米油盐，其实还是真正完全真实的记录我们国家这个从这个物质的这个匮乏，一直到后边物质这种丰富，然后人民生活逐渐走向小康这么一个过程。 Ces comptes contiennent les revenus et dépenses détaillés de la famille de Yang Yanxiu de 1965 à 2000. En juin 1980, 456 yuan pour une télévision noir et blanc. En novembre 1984, le premier surplus dans les comptes. Au nouvel an chinois de l'an 2000, elle a dépensé 1000 yuan pour s'acheter un collier en platinum. En 30 ans, de l'endettement au surplus, des changements silencieux ont eu lieu. Un livre de comptes conserve non seulement la vie d'une famille, mais aussi la transformation d'une époque. En 1995 et 1997, la Chine a réussi un PIB et un PNB 2 fois supérieurs à celui de 1980. Ayant résolu le problème de l'habillement et de la nourriture, la nation chinoise a réussi en avant sa deuxième étape de l'objectif stratégique de modernisation, la vie relativement aisée de la population. Le compte à rebours annonçant le rétablissement de la souveraineté chinoise à Hong Kong a fait partie du paysage de la place Tiananmen. À minuit, le 1er juillet 1997, le drapeau de la République populaire de Chine s'est élevé avec celui de Hong Kong. Deux ans plus tard, Macao est également retourné à la Chine. Les cris de joie expriment ce que ressent une nation depuis un siècle. Un adieu au passé humiliant, un espoir pour un avenir stable. La Chine était sur la bonne route pour l'unité nationale. En 1992, les représentants chinois et taïwanais ont trouvé un consensus sur le principe d'une seule Chine. Le 30 janvier 1995, Jiang Zemin a prononcé le discours intitulé « Continuons à lutter pour promouvoir la réunification de la patrie », dont une proposition en 8 points sur le développement des relations entre les deux rives. Avec l'élargissement des échanges commerciaux, culturels et humains, la paix et la coopération sont devenus l'espoir commun de tous. Poursuivant la théorie de Deng Xiaoping, le 15e congrès, convoqué en septembre 1997, a énoncé le principe fondamental du stade primaire du socialisme et la stratégie de modernisation du nouveau siècle.
让我们高举邓小平理任伟大旗帜，紧密团结在党中央周围，同心同德，不屈不挠，艰苦奋斗，把建设有中国特色社会主义伟大事业全面推向21世纪。 Le 15e congrès a posé l'objectif du 21e siècle. Au cours de la première décennie, le PIB sera doublé. Le peuple jouira d'un niveau de vie plus confortable et une économie de marché socialiste plus ou moins idéale aura pris forme. Grâce aux efforts d'une autre décennie, au moment où le PCC célébrera son centenaire, l'économie nationale sera davantage développée et les différents systèmes seront encore améliorés. Au milieu du prochain siècle, au moment où la République populaire célébrera son centenaire, la modernisation aura été accomplie pour l'essentiel et la Chine sera devenue un pays socialiste prospère, puissant, démocratique et avancé au plan culturel. 这个目标呢，实际上是对三步走战略中第3步的细分和发展。90年代后期开始，党中央为此呢提出了一系列重大战略，包括科技兴国战略、可持续发展战略、走出去战略、西部大开发战略等等。现在看得很清楚，这些战略对实现2个100年的目标具有重大和深远的意义。 Pays en développement le plus rapide du monde, la Chine joue un rôle de plus en plus important et actif sur la scène internationale. Confronté à une crise inattendue, ses réactions lui ont permis d'obtenir l'estime du monde. Le 2 juillet 1997, la crise financière asiatique a éclaté en Thaïlande et a envahi peu à peu l'Asie du Sud-Est et de l'Est. La crise a eu pour conséquence la dévaluation, l'augmentation du chômage, des prix et l'agitation de la société. Que doit faire la Chine? En décembre 1997, lors de la rencontre non officielle avec des chefs d'État de l'ANASE, Jiang Zemin a promis pour la première fois au public que le yuan ne serait pas dévalué. Cette promesse transmet au monde un signe ferme et responsable. Au moment de l'attaque inattendue de la spéculation internationale sur Hong Kong, le soutien du gouvernement a préparé l'île à une contre-attaque. Au cours de la crise, Hong Kong restera la seule région qui a gardé sa position de centre financier international. La Chine a tenu sa promesse en fournissant la meilleure aide possible à l'Asie du Sud-Est pour calmer la crise. Son comportement lui vaut l'estime de cette région. À peine la crise financière s'éloignant que la nature apporte de nouveaux défis. En 1998, des inondations extraordinaires ont eu lieu sur le fleuve Yangtze, la rivière Naine et la rivière Songhua. Unis autour du camarade Jiang Zemin, les dirigeants de la 3e génération ont conduit la population à triompher des inondations. Les difficultés soulignent les qualités précieuses des héros. 300 000 soldats de l'armée populaire de libération et policiers armés ont lutté et servi de piliers. Le parti lance aussi la réforme militaire à la chinoise. Conforme aux principes de haute conscience politique, d'excellente aptitude au combat,
de style de travail exemplaire, de discipline de fer et de logistique sûre, l'armée doit être capable de vaincre et préserver sa nature. Afin de construire une armée capable de gagner la guerre informatique, il faut continuer de moderniser, régulariser, révolutionner cette armée fidèle au socialisme, au pays et au peuple. Un nouveau siècle a sonné. Le tournant du siècle précédent avait apporté les canons et l'humiliation à la Chine. Mais ce tournant-là apporte la gloire et le rêve. So the 29 Olympiads are awarded to the city of Beijing. Le 13 juillet 2001 est le jour d'obtention des Jeux Olympiques de Pékin. Cette nuit-là, à Pékin, dans toute la Chine, c'est l'effervescence. L'éditorial du Quotidien du Peuple écrira le lendemain « Les JO ont choisi Pékin, le monde respecte la Chine ». 10 ans plus tôt, la Chine était sanctionnée et mal vue. 10 ans plus tard, le monde l'embrasse. Le changement d'attitude reflète le développement du pays. Le 10 novembre 2001, la 4e conférence ministérielle de l'OMC a lieu à Doha, au Qatar. Les ministres ont approuvé à l'unanimité l'adhésion de la Chine. The Ministerial Conference so agrees. « 15 ans ont passé depuis le mois de juillet 1986, quand la Chine a présenté une demande officielle au GATT pour retrouver son statut de partie contractante à l'OMC. Ces 15 ans de négociations s'accordent avec l'approfondissement de la réforme chinoise, la mise en place d'une économie de marché socialiste et l'intégration à l'économie mondiale. Ces réalisations sont dues à la bonne direction du parti et à l'effort du peuple chinois multiethnique. Pour gouverner le pays, il faut savoir gouverner rigoureusement le parti. Le PCC attache une haute importance à la construction de soi-même. Par conséquent, il se doit d'être exemplaire dans sa droiture, sa politique et ses études. Les changements mondiaux et nationaux, ainsi que ceux au sein du parti, nécessitent des nouvelles réactions. En février 2000, Jiang Zemin, en inspectant la province du Guangdong, fit le bilan de l'histoire et s'adaptant à la situation nouvelle, il a parlé des 3 représentations. Notion qu'il développera dans son discours du 1er juillet 2001 pour célébrer le 80e anniversaire de la fondation du parti. La philosophie des 3 représentations
sert d'explication précise au socialisme et à sa construction, ainsi que d'explication sur le parti et son élaboration. Ce concept représente la continuation et le développement du marxisme-léninisme, de la pensée de Mao Zedong et de la théorie de Deng Xiaoping. Correspondant aux changements intérieurs et extérieurs, il sert d'arme théorique pour améliorer la construction du parti et le socialisme de Chine. En novembre 2002, le 16e congrès, durant son bilan de l'histoire du socialisme à la chinoise, a établi la philosophie des 3 représentations comme pensée directrice équivalente au marxisme-léninisme, à la pensée de Mao Zedong et à la théorie de Deng Xiaoping. Le projet de construire une société au niveau de vie relativement aisé est lancé durant le congrès. 同志们，全面建设小康社会，开创中国特色社会主义事业新局面，就是要在中国共产党的坚强领导下，发展社会主义市场经济、社会主义民主政治和社会主义先进文化，不断地促进社会主义的物质文明、政治文明和精神文明协调发展，推进中华民族的伟大复兴。 Le 3 décembre de cette année, Shanghai a été choisi pour accueillir l'exposition universelle de 2010. Après 150 ans d'histoire, c'est la première fois que cette exposition est tenue dans un pays en développement. La vie de cette ville s'améliore et la vie de ce pays aussi. Les dirigeants de la 3e génération ont conduit ce peuple chinois multiethnique à suivre les théories et la ligne fondamentale du parti pour défendre le socialisme chinois face à une situation domestique et étrangère compliquée. On a établi un principe fondamental du parti adapté à sa nouvelle pratique, aux objectifs des réformes, au cadre fondamental du système socialiste de l'économie de marché et au système d'économie et de distribution basique du stade primaire du socialisme. Une nouvelle période de réforme et d'ouverture débute. La construction du parti avance. Le socialisme à la chinoise est entré dans le XXIe siècle.